tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le plaisir de vous proposer ma conversation avec Jennifer Robert de JC3M. Avec des expériences professionnelles riches, entre grandes surfaces pour la marque Tassimo, chef de secteur chez Yoplait, Jennifer a toujours pris ses nouveaux postes comme de nouveaux défis. Embauchée par une enseigne de bricolage pour ses relations humaines, on lui donne pour mission de remettre une équipe en confiance en tant que manager. Puis arrive le temps de la prise de recul, de la remise en cause via un bilan de compétences salutaires et le choix de la voie du coaching professionnel. Jennifer livre ici un témoignage d'expériences professionnelles et parfois très personnelles, qui sont autant de marques d'inspiration. On a parlé de courage managérial, de feedback, d'épanouissement au travail, mais on a évoqué aussi le bonheur au travail, l'équitation, Carl Jung et le Berry. Je vous embarque donc à la découverte de Jennifer Robert, une créatrice de nouveaux chemins professionnels. Goodberry, c'est parti. Bonjour Jennifer. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Eh bien, moi, écoute, c'est un honneur parce que j'écoute tes podcasts et il y a plein de personnes inspirantes. Donc, c'est un vrai honneur de te répondre aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, moi, je voulais revenir sur ton parcours. Mais avant, je voudrais commencer par le commencement. Je voulais qu'on évoque ta jeunesse. Comment tu la qualifierais ? Alors moi déjà, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais je suis née à Châteauroux, donc je suis un pur produit du Berry. Et à l'époque, au niveau des études, évidemment, on était obligé de partir. Donc moi, toute ma jeunesse, je l'ai vécue sur Issoudun, collège d'Hydro, lycée Balzac. Et puis après, je suis partie sur Clermont-Ferrand, je suis partie sur Saint-Amand, et puis Paris dans des études commerce-marketing. Et puis, j'ai travaillé pour plusieurs entreprises agroalimentaires, des grandes marques. Donc, j'ai adoré. J'ai aussi voyagé dans le sud-ouest. C'était où ? Alors, j'ai vécu à Périgueux et je faisais l'ensemble des hypermarchés, supermarchés de Bordeaux à Bayonne, etc. C'est quoi ton poste ? Alors, j'étais chef de secteur GMS. Ouais. Et je visitais, et c'était au lancement de la fameuse cafetière Tassimo pour les dosettes. Donc j'ai participé au lancement et c'était vraiment génial. Voilà. Et puis après, j'ai eu une opportunité dans une autre grande marque agroalimentaire. C'était Yoplait. Uh-huh. Et pareil, ça a été une super belle entreprise. Alors là, j'étais remontée un petit peu sur Limoges. Uh-huh. Et puis, à un moment, pour des raisons personnelles, on a décidé de revenir plus tôt dans le Berry. Mmh. Et puis, alors, on avait pour projet de revenir à 10-15 ans, mais on est revenu plus vite. Et pareil, je voulais retrouver quand même un métier plus stable, plus posé. Et j'ai eu l'opportunité. Alors, à l'époque, c'était par Viadeo. J'ai le directeur d'un magasin d'une grande enseigne sur Châteauroux qui m'a contacté, qui m'a proposé un poste de manager et j'ai accepté. Voilà, et j'y ai passé 12 ans et ça a été vraiment ma plus belle expérience professionnelle. C'était où ? Leroy Merlin, d'accord. À Châteauroux, enfin sur la zone du Poinçonnet, en forum. Et j'ai vécu 11 ans avec un métier qui m'a passionnée. Et ma priorité, c'était le bien-être de mes équipes. Et j'ai fait des tas de projets et travaillé dans une entreprise où il fait bon travailler, où il y a vraiment le bonheur, la joie. Grosso modo, c'est juste génial. D'accord, ok. Donc pour revenir aux études, ça se passe comment les études pour toi ? Alors, ça m'a plu. Évidemment, à un moment donné, j'ai voulu aller dans la vie active. Ouais. Mais j'ai adoré étudier. Et d'ailleurs, là, je continue toujours parce que je reprends certaines études. Je te le dirai peut-être plus tard. Mais oui, du coup, là, j'ai besoin d'être nourrie sans cesse. Donc, entre les formations. Mais oui, étudier, c'était super important pour moi. Et quand tu repenses au collège, lycée, c'est quelle matière qui t'intéressait ? Alors, les matières qui m'intéressaient, c'était les mathématiques. Ouais. À l'origine, je voulais être prof de maths. Ah. Voilà. J'ai fait une première année en fac de maths. Alors, j'ai une anecdote, mais en plein amphi, un jour, je ne comprenais mais vraiment plus rien du tout. Et moi, qui a tout le temps été très bonne élève, j'ai le professeur, alors quand c'est en fac, c'est des chercheurs mathématiciens, et il voyait bien que j'étais complètement dans la panade, et il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Et là, je lui ai dit, mais je ne sais pas à quoi ça va me servir dans la vie.
Et là, il m'a demandé d'aller à la bibliothèque universitaire et d'étudier ma question et d'apporter la réponse au prochain cours. Et au prochain cours, alors j'ai pas été à la bibliothèque universitaire, j'ai été plutôt au bar universitaire. Et la semaine d'après, je me suis dit, bon, c'est bon, on était plusieurs sessions et on était 400 dans l'amphithéâtre, il va avoir oublié. Et au final, le mercredi d'après, il m'a reposé la question et je lui ai dit, je crois que je vais me réorienter. Et ça, c'est au milieu d'année? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comment t'expliques ça? Bon, j'ai vécu aussi quelque chose de personnel et tu verras aussi pourquoi je suis très axée sur la santé au travail, la sécurité au travail. Ça a été un moment bascule pour moi parce qu'en fait, moi, j'ai perdu mon frère de 20 ans dans un accident de travail et c'était dans l'entreprise de mon père. Oui. Donc, c'était en août 99 et j'ai fait mon année de fac 99-2000. Donc là, je me suis dit, si c'est pas les mathématiques, je vais vers quoi? Alors, je faisais en même temps des sciences humaines, sociales. Là, je me suis réorientée vers un BTS action commerciale, mais classique, parce que j'adorais tout ce qui était projet. Et donc là, j'ai été sur le lycée de Jean Moulin à Saint-Amand-Montrond, où pareil, j'avais une prof qui était extraordinaire. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais été refusée à Blaise Pascal à Châteauroux. J'étais sur liste d'attente. Puis après, j'avais déjà tout pris à Saint-Amand. Ils m'ont rappelé, c'est bon, on peut vous prendre. J'ai dit, non, je reste à Saint-Amand. Et je regrette pas parce que ça a été des 2 années de BTS. Je me suis dépassée. Et puis après, j'avais envie d'aller encore plus loin. J'avais tout ce qui était comportement du consommateur, merchandising qui m'attirait. Et oui, dans le Berry, à l'époque, c'était un peu le néant. Hein. Donc là, même l'alternance, c'était les tout débuts. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc, je suis montée à Paris pendant 2 ans. Et après, j'ai voulu vite revenir. Et quand tu quittes cette fac de maths, ça te fait peur de quitter et de changer de voie? Je me rappelle même pas ce que je me suis dit, mais j'ai été vers ce qui me semblait le plus approprié de ce que j'avais déjà appris pendant la première année. Hein, tout n'était pas perdu. Et puis, je me suis dit, allez, nouvelle aventure. D'accord. Tu étais quelqu'un qui avait de l'ambition? Alors, j'avais de l'ambition, car je voulais aller travailler dans des grands groupes. Et pourquoi des grands groupes? Parce que, tu vois, quand je voyais les publicités de chocolat, j'ai travaillé pour des grandes marques de chocolat et de café. L'attrait pour la marque, le comportement du consommateur, là, il y avait qu'une option, c'était quand même Paris où il y avait les plus grandes entreprises. Et j'ai commencé par 1 an d'alternance en école de commerce. Un jour, un cabinet de recrutement m'a dit, mais si vous voulez aller dans des grands groupes, il faudrait sur votre CV quand même le nom d'une école. Donc, j'ai repris 1 an en continu, où j'ai fait un prêt étudiant parce que mes parents m'avaient dit on peut t'accompagner jusqu'en BTS, mais au-delà, ils avaient 3 enfants. C'était quelle école de commerce? C'était l'ISEG, Paris. D'accord. Et voilà, et au bout de cette année-là, alors à l'époque, c'était vraiment la bascule entre la maîtrise et le master. Moi, du coup, j'ai fait une double licence. J'ai pas fait ma maîtrise, j'ai pas fait mon master. Alors, ce qui était un regret, mais il fallait que je trouve une autre solution. Financièrement, je pouvais pas continuer. Et j'ai décidé d'aller dans la vie active après avoir fait cette année en continu en école de co. Voilà, et c'est là où je suis rentrée pour le lancement de la Tassimo. D'accord. Voilà. Mais tu rentres pour Tassimo ou tu rentres pour les grandes surfaces? Alors, je suis rentrée pour présenter et faire l'implantation de tous les mètres linéaires autour de Tassimo. Oui, donc pour Tassimo, en fait. Oui, pour Tassimo, oui. D'accord. Alors, c'était pour le groupe à l'époque de Kraft. Oui, d'accord. International. Qu'est-ce que tu retiens de ces années-là? Tout mon parcours en voiture sur les routes de France, j'en ai fait du kilomètre et j'aimais bien parce qu'on pouvait écouter de la musique, tout. J'ai senti le niveau de responsabilité aussi, parce qu'un lancement de produit, toutes les équipes qui sont autour, que ce soit les chefs de produits, les commerciaux qui sont sur le terrain, il y a un enjeu. Donc c'était la fierté aussi d'appartenir déjà à un groupe. C'était comment les premières semaines de travail?
Ce qui m'a étonnée et surprise, c'était le niveau des personnes en termes de présentation, art oratoire, et en fait, on se sentait embarqué dans une aventure. Ouais. Donc là, ils réussissaient à embarquer tout un collectif dans un projet commun. Et ça, je pense que je l'ai gardé. Parce que tout au long de mes expériences, après, embarquer toute une équipe pour un projet commun, une vision commune, je l'ai tout le temps gardé, ça. D'accord. À ce moment-là, tu sens le poids de la sélection ? Alors, j'ai pas ressenti. Il y avait quand même pas mal d'offres à l'époque sur les métiers de chef de secteur. Il y a beaucoup de mouvements, même encore aujourd'hui. Alors, des formations professionnelles, mais je regarde toujours un peu les offres sur LinkedIn ou voilà. Et d'ailleurs, j'ai repartagé des offres d'emploi chez Yoplait dernièrement. Non, j'ai pas senti une concurrence. Au final, on avait quand même le choix d'aller vers telle ou telle entreprise. Et pourquoi tu quittes Tassimo ? Alors, je quitte parce qu'on est en plein lancement. C'était plutôt une force de vente supplétive liée au lancement. Donc, on était plutôt salarié d'une boîte de force de vente supplétive. Et Kraft, à l'époque, veut m'embaucher sur un métier de chef de secteur sur une autre région. Et on ne peut pas parce qu'il y a des contrats, des conditions, comme quoi ils ne peuvent pas embaucher juste après. Enfin bon, bref. Et puis, du coup, je me dis, mais le métier de chef de secteur sur un plus petit département, ça me dirait bien. Et il y a une opportunité chez Yoplait et je postule. Voilà. Au final, je n'ai pas postulé à beaucoup d'offres, mais à chaque fois, ça a matché. Et chez Yoplait, c'était pour faire quoi ? Alors, chef de secteur, GMS, mais là, j'avais vraiment mon secteur à moi et personne d'autre dessus. Parce que quand j'étais chez Kraft, en fait, il y avait des chefs de secteur et moi, je venais en appui pour pouvoir tout faire. Donc, j'étais plus un support que vraiment le chef de secteur titulaire, si tu veux. Et chez Yoplait, tu restes combien de temps ? Je reste 4 ans et là, ce qui m'a hyper étonnée, c'est les outils. Les outils de panel de consommateurs qu'on a et qu'on utilise pour construire les fameux plans merchandising. Et moi, ce que j'adorais, c'était vraiment aller chercher la rentabilité linéaire pour les distributeurs. Et c'était un vrai puzzle, un vrai casse-tête avec toutes ces données. Mais ce qui était hyper intéressant, on savait, par exemple, je me souviens à l'époque, on savait qui consommait tel yaourt à telle saison. Et on faisait les plans en fonction de la saisonnalité et des consommations. Et vraiment en adéquation avec la zone de chalandise. Donc pour qu'on comprenne, c'est toi qui construisais ce qu'on voit en fait dans les linéaires. Tout à fait. Les gammes de yaourt sur les étages, sur les profondeurs en fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, il y avait les enseignes quand même qui nous donnaient leur cahier des charges parce que leurs équipes, pour elles, les yaourts blancs devaient se positionner là. Voilà. Donc après, il y avait tout un cahier des charges lié au comportement de leurs propres consommateurs en fait. T'es incollable sur le yaourt. Ah, et puis je regarde toujours les nouveautés dans les rayons yaourt, ouais, et je teste. Je fais tester à mes enfants, voilà. Ok, donc 4 ans, tu restes 4 ans. Ouais. Tu quittes pour quelle raison ? Alors là, j'étais sur la région de Limoges. Dans ma vie perso, on a eu un événement malheureux du côté de mon ex-mari. Qui nous a amené à revenir plus tôt dans le Berry. À ce moment-là, j'avais un distributeur, un directeur de magasin qui m'avait dit « Jennifer, demain, tu veux un poste chez moi, tu viens ». Et là, moi, j'ai dit « Non, par contre, je n'irai jamais travailler en tant que manager dans l'alimentaire ». Mais en effet, ça m'intéresserait de devenir manager dans la distribution, mais par contre, j'irai dans la grande surface spécialisée, GSS. Et là, on va dire qu'il n'y a pas de hasard. Au moment où je cherchais, j'ai le directeur d'une GSB sur Châteauroux qui m'a contacté et qui m'a dit « J'ai un poste à vous proposer ». Donc Leroy Merlin. Voilà, Leroy Merlin. Et puis, ça a matché. Voilà, le recrutement s'est fait très, très vite. Et sur quel secteur ? Alors, du coup, j'étais sur le secteur peinture, décoration, luminaire, au magasin de Châteauroux.
D'accord. Et quand on est une femme dans une grande surface de bricolage, c'est compliqué, c'est pas compliqué? Alors, il y a toujours des clichés, mais c'est en pleine évolution. Moi, j'ai connu des collaboratrices avec certains clients, pouvoir avoir des réflexions, mais il y a une certaine solidarité aussi dans l'équipe, où les hommes viennent à la rescousse et en disant non, je laisse ma collègue répondre, car elle est encore plus compétente que moi. Mais ma question, c'était plus en interne. Ouais. Alors, tu sens que tu es obligé un peu plus de te battre et de montrer plus tes compétences. Donc, et moi, je pense que justement, c'est ce qui m'a aussi amené à être hyper impliquée, hyper engagée. Mais, je vais te dire, moi, au magasin de Châteauroux, avec mes collègues hommes, je n'ai pas eu de problème pendant plusieurs années. Et quand tu arrives, on te donne une équipe? Oui, on te donne une équipe. Et là, ça se passe comment les premiers jours? Alors, les premiers jours, déjà, tu as ton manager, ton propre manager, parce qu'il ne faut pas oublier que le manager reste à manager aussi. Hein. Et mon manager de l'époque me donne un peu le contexte et me dit, je t'ai prise pour tes relations humaines, et l'objectif, c'est de remettre l'équipe en confiance. Voilà. Donc, il m'avait donné bien le contexte, et quand je prends l'équipe, je suis dans l'observation, je suis dans la proximité, la communication aussi, échanger, apprendre à les connaître. Voilà, donc, et puis après, tu découvres le métier au fur et à mesure. Donc, tu es accompagné par ton parrain. Voilà, t'arrives, t'as un parrain. Alors maintenant, ça a changé, c'est plus les mêmes noms. Mais à l'époque, moi, j'avais un parrain. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est directeur de magasin dans une autre région. Il a été à Blois, puis maintenant, il est sur Nîmes, je crois. Voilà, donc il y a toujours une continuité quand on se revoit. C'est « Ah, mon parrain !» Voilà. Qu'est-ce qui t'a paru le plus dur dans ce rôle de manager? Développer son courage managérial. C'est-à-dire? Moi, je suis quelqu'un qui est hyper dans les relations humaines, bienveillante. Et dans le côté de bienveillance, il ne faut pas oublier, c'est pas le monde des bisounours. En fait, la bienveillance, c'est aussi savoir dire les choses. Donc après, il y a des techniques, des outils. Alors chez Leroy Merlin, il y a le feedback qui est beaucoup développé. Voilà, mais c'est vrai que quand je devais dire des choses à des collaborateurs et que je savais que ça pouvait les piquer ou autre, j'avais du mal. Je tournais autour du pot, et c'est à force d'avoir des cas managériaux que ce courage managérial se développe. Voilà, c'était ma principale difficulté, et tout au long des années, ça a été aussi de savoir dire non aux gens. T'avais des petits trucs, toi, pour avoir ce courage-là? J'utilisais la technique du feedback pour accompagner l'équipe pour que d'elle-même, elle trouve plus la solution. Donc, mais ça se développe au fur et à mesure, et c'est pas dans les premières années. Alors, il y en a qui l'ont dès le départ peut-être, mais moi c'était ma faiblesse. Moi, je pense qu'on devient manager. C'est comme toute acquisition, c'est comme tout apprentissage. Tu n'es pas manager. Ouais, tout à fait. Je pense que tu le deviens. Est-ce qu'il y a des grands enseignements que tu retiens de ces années de manager? Alors, les grands enseignements, c'est parce que du coup, j'en suis partie aussi pour certaines raisons. C'est de rester fidèle à ses valeurs, à ses aspirations, parce que à un moment donné, on peut être vite happé par l'ambition, le souci de la performance, et en oublier un petit peu l'humain. Voilà. Et pour moi, la principale mission du manager, c'est de développer les hommes, et pour aller vers de la performance, mais ne pas mettre la priorité de la performance avant l'humain. C'est quel cas dans la grande surface? Dans les grandes surfaces en général? Alors, en règle générale, d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je voulais pas aller en alimentaire, parce que c'était l'image que j'en avais. Je voyais des clients parfois qui étaient dans des états, et j'avais pas cette image-là pour les grandes surfaces spécialisées. Et mais là, avec les dernières années, avec la crise et tout, évidemment, on a essentialisé. Et moi, je me voyais là sur les dernières années être plus contrôleur de gestion, manager de la performance, et avoir de moins en moins le temps et de proximité avec mes équipes. Et donc, j'avais vraiment l'impression de faire un management de moins en moins qualitatif.
Voilà, et puis alors la chance qu'on a chez Leroy Merlin, c'est aussi que on n'est pas que manager, on fait partie d'un comité de direction, on est des ressources aussi au niveau régional et au niveau national. Et comme je te disais tout à l'heure, ma difficulté c'était de savoir dire non. Et donc je participais à beaucoup de dossiers, beaucoup de projets. Je commençais à former en interne et accompagner des nouveaux chefs de secteur. Et là, il y a un moment, j'ai dit je dois peut-être construire un projet professionnel de formatrice en interne, parce que les deux, à un moment donné, j'étais souvent partie accompagner, et par contre, j'étais moins présente pour mon équipe. Mmh. Voilà, donc il y a un moment, moi, la difficulté, c'est qu'à force de pas savoir dire non, j'ai commencé à avoir un peu d'épuisement professionnel. Je me suis posé beaucoup de questions. En plus, à Châteauroux, on a eu le projet du magasin. Il a été refait sur 3 ans pendant le Covid. C'est clair, c'est une fierté parce que mon équipe, elle a bossé. On a construit vraiment les rayons ensemble. On est parti, voilà. Et d'ailleurs, ça fait partie de la notion d'épanouissement au travail, de faire participer les équipes. Elles se sont impliquées dans les projets, et donc ça, c'est la clé de réussite. Et voilà, il y a un moment donné, là sur 2021, oui 2020-2021, j'ai commencé à me poser des questions. Mais est-ce que c'est moi qui va pas ? Est-ce que c'est l'entreprise ? Bon, au final, on entend que par rapport à la crise, tout le monde se pose des questions. Donc je me dis bon, je suis à peu près normale. Et puis, moi, j'ai été accompagnée pendant 6 ans par un manager que j'ai apprécié, qui est parti maintenant sur le magasin de Poitiers, que je remercierai jamais assez parce qu'il m'a énormément développé au niveau personnel. Et du coup, là, je me suis dit, mais voilà, il me disait, mais allez, Jennifer, on compte sur toi, ne nous lâche pas, ne nous fais pas de burn-out. Et j'ai dit, mais alors dans ces cas-là, mais lâchez-moi, quoi. Laissez-moi respirer, je vais reprendre juste de l'air. Et puis, j'ai eu besoin d'un regard extérieur. Voilà, prendre du recul, alors prendre de la hauteur, comme on dit. Et là, j'ai été vers un coach professionnel. Et quand je suis arrivée le voir, il m'a dit, oui, moi, je peux vous aider. Je peux vous accompagner. Et on a fait, il m'a proposé de faire un bilan de compétences. Alors moi, au tout départ, quand il m'a dit bilan de compétences, j'ai dit, non, je veux pas refaire mon CV, j'ai pas besoin d'aller vers un autre métier. Non, c'est pas ça. C'est je veux vraiment comprendre pourquoi je suis une acharnée du travail, pourquoi aujourd'hui je suis épuisée, pourquoi. Voilà. Mais j'ai quand même fait ce bilan de compétences. Et du coup, ce bilan de compétences, pour moi, ça a été ma bouffée d'oxygène. J'avais un rendez-vous tous les 15 jours. Alors, je l'ai pas fait sur Châteauroux parce que déjà, je connaissais beaucoup de monde de ceux qui faisaient les bilans de compétences. Donc, j'ai dit, non, je ne veux pas le faire à Châteauroux. Et c'était ma bouffée d'oxygène. Et voilà, j'ai appris à me connaître mieux. J'ai repris confiance. Le brouillard, on va dire, commençait à s'estomper. C'est bizarre que tu dis j'ai repris confiance alors que tu étais une manager plutôt appréciée. Oui, mais du coup, le fait de mettre que j'étais épuisée, d'ailleurs mon manager me l'a dit, tu t'es tellement développée personnellement, donc tu as gagné confiance en toi, tu as une meilleure estime de toi, maintenant tu t'affirmes et j'ai du mal aujourd'hui à te manager. Parce que maintenant, quand tu dis les choses, c'est oui ou c'est non. Tu argumentes, etc. Et donc, c'est vrai que pour un manager, amener quelqu'un à faire quelque chose, c'est important. Et là, grosso modo, j'arrive plus à t'amener vers... donc voilà. Alors après, il y a eu quelques faits où je me suis aussi posé des questions et je me suis remis... c'est comme si on me faisait redescendre un peu de mon piédestal, même si je ne me mettais pas sur un piédestal. Mais voilà, et tout ce questionnement, au final, j'avais besoin de reprendre confiance et de me reconforter dans tout ce que mon manager m'avait développé au final. Et ce bilan de compétences, moi, il m'a fait énormément de bien. Et j'ai découvert une méthode et donc on y reviendra peut-être plus tard, mais c'est ce pourquoi je me suis réorientée après. Et cette réorientation, tu te souviens du moment précis où tu te dis, allez. Le déclic ? Ouais. Alors du coup, moi, la société avec qui j'ai fait le bilan de compétences m'a fait une proposition. Et je l'ai prise comme une opportunité. Je pouvais le faire en double activité. Donc, j'ai dit, pourquoi pas ? Allez hop, je me lance. Moi, je suis très Kaizen, petit pas par petit pas. Je me suis dit, allez hop, c'est une opportunité, je la prends, j'y vais.
Et donc j'ai ouvert une entreprise. Alors je me souviens bien l'anecdote. C'était que, bah oui, mais pour un contrat de sous-traitance, un partenariat, il vous faut une micro-entreprise. Ok, j'y connais rien. Enfin bon, bref, donc à l'époque, j'appelle la BGE. Voilà, ils m'accompagnent. Bon, quelque chose de très classique, hein, micro-entreprise, voilà. Et d'ailleurs, pour l'inscription, je dis, il faut un nom commercial. Donc je sais, oh là là, je sais pas, qu'est-ce que, bon, allez. Tant pis. Là, je mets JC troisième. Alors, JC, parce que Jennifer Colas, c'est mon nom de jeune fille. Et troisième, parce que mes 3 enfants, leur prénom commence par M. Donc, JC troisième, coaching et formation. Donc, voilà comment est créée en 2021 ma micro-entreprise. Et je continue quand même mon travail chez Leroy Merlin. Et j'avais aussi un projet professionnel en interne. Donc, venir formatrice interne. Bon, il y a eu ce qu'on appelle un no-go du national parce qu'il y avait d'autres projets qui se développaient. Donc, c'est pas grave, c'est pas le moment. Voilà. Comme j'adorais l'accompagnement des équipes, c'est vrai que ce que j'ai retrouvé dans l'accompagnement en bilan de compétences, c'est vraiment d'être utile à des personnes qui en ont besoin, qui veulent partir d'un point A et arriver à un point B. Et du coup, j'ai adoré ce type d'accompagnement. Donc, si jamais mon projet professionnel en interne chez Leroy n'avançait pas, j'avais toujours cette possibilité de basculer dans ma micro et puis, on va dire, continuer à développer les activités. Et puis, en effet, un jour, il y a eu un déclic. Et ce déclic, c'est lié à une souffrance au travail. Je ne pensais jamais vivre chez Leroy Merlin, mais je l'ai vécu. Donc, ça a été une principale difficulté parce que je me sentais épuisée et il y a quelque chose d'autre qui s'est accumulé. Et donc, du coup, à un moment donné, là, j'ai dit, je fais passer ma priorité sur ma santé mentale et psychique. Comme tu aimes accompagner les gens, écoute, tu vas continuer ta micro-entreprise, tu vas te développer. Et puis voilà. Et après, Leroy Merlin m'a accompagnée sur ma sortie. Voilà, donc, et c'est pour ça que depuis fin mars, je ne fais plus partie de Leroy Merlin Châteauroux et je vole de mes propres ailes. Et donc maintenant, tu es consultante ? Oui. Tu es consultante pour des particuliers ou pour des entreprises ? Alors, pour le moment, j'ai que l'activité de bilan de compétences et coaching perso et pro. Mais principalement, je fais du bilan de compétences et je suis formatrice également au sein d'une école sur Châteauroux. D'accord. Mais les bilans de compétences, c'est les particuliers qui les demandent ou les entreprises ? D'une manière générale, c'est quand même les particuliers. Mais il faut savoir qu'il y a des entreprises dans leur stratégie de marque employeur qui peuvent aussi accompagner les collaborateurs à faire des bilans de compétences, leur proposer. Parce que tout simplement, le bilan de compétences, ce n'est pas qu'une reconversion professionnelle, c'est aussi pour confirmer ses compétences. Parce que souvent, quand on demande aux collaborateurs, c'est quoi tes qualités, tes défauts ? Ils ne savent pas. Et quand ils doivent préparer un entretien annuel, par exemple, il y en a qui sont en difficulté. Et là, moi, j'ai des personnes que j'ai accompagnées, par exemple, où c'était pour préparer mon entretien annuel, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je vaux. Et là, quand on entend ça, on se dit, qu'est-ce que tu vaux ? Ton manager, qu'est-ce qu'il te dit ? Mais il ne me dit rien. Voilà. Et là, en effet, le rôle du manager, déjà, il a un rôle essentiel. Mais dans le bilan de compétences, en effet, ça peut être aussi un moyen de faire ressortir toutes les ressources qu'ils ont en eux et voir comment ils peuvent évoluer en interne dans l'entreprise. D'accord. Vers quel poste. Voilà. Tu te rappelles de ton premier accompagnement ? Oui. Tu peux nous en parler ? C'est aussi un domaine où j'ai un pincement au cœur parce que j'en accompagne de plus en plus. C'est une infirmière. D'accord. Une infirmière, donc on sait ce qu'elles ont vécu, et parce que les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes, enfin tout le domaine médical, paramédical. Une telle souffrance. Alors, elle avait l'accord. C'était une personne qui était suivie par psychologue du travail. Voilà, donc elle était au bout de son cheminement, donc elle pouvait faire un bilan de compétences. Mais il y avait encore cette colère, cette injustice par rapport aux institutions hospitalières. Enfin, voilà. Ce que j'ai retenu, c'est à la fin, quand elle m'a dit... franchement, moi, ça a été un moment d'écoute, je sais vers quoi je veux aller, mais vraiment le sentiment d'avoir été utile et de leur avoir fait du bien. Ce que tu n'avais pas forcément étant manager ?
Ce sentiment d'être utile? Alors, on va dire que sur les premières années, tout au long des années, j'ai eu quand même la chance d'avoir une équipe qui était bienveillante avec moi. Même parfois, c'était elle qui me mettait un coup de pied aux fesses pour me dire « Jennifer, il faut que tu partes, tu as une vie ». J'ai eu quand même pas mal de reconnaissance de mon équipe. Mais cette reconnaissance était encore plus forte de la part de mes bénéficiaires. C'est que on sent que ça leur fait un bien fou et que ça les remet en action pour un avenir plus épanouissant. Il y a un concept qui est à la mode en ce moment, c'est le bonheur au travail. Oui. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors, le concept du bonheur au travail. Alors, c'est comme tout, tu vas avoir ceux qui défendent le bonheur au travail et ceux qui vont être détracteurs parce que ça peut être utopique de parler de bonheur au travail. Moi, j'ai connu des années hyper épanouissantes au travail. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'aller chaque matin dans une entreprise où tu arrives avec le sourire, tu arrives en bonne santé, le soir tu repars, tu es content de retrouver ta famille, tout, mais tu sais que demain tu as trop envie d'y retourner. Mais il y a aussi plein de situations où il y en a, ils ont la boule au ventre, ils y vont, c'est devenu routinier, voilà. Il n'y a pas de reconnaissance, voilà. Donc moi, le concept de bonheur au travail, bien-être au travail, c'est vraiment d'améliorer l'expérience collaborateur, mais du début à la fin, que ce soit dans le recrutement jusqu'à la sortie du collaborateur. On associe souvent le bonheur au travail. On va mettre un baby-foot et puis tout ira bien. On connaît aussi les limites. Alors moi, j'ai fait une formation de ce qu'on appelle Chief Happiness Officer. Et d'ailleurs, moi, mon mentor sur ce domaine-là, c'est Julie Artis. Elle a des podcasts qu'on peut écouter sur plusieurs plateformes. Je t'enverrai le lien, mais... c'est CHO, Génération CHO. On peut la retrouver sur pas mal de plateformes. Et c'est juste génialissime. Alors moi, je sais que j'adore l'écouter quand je vais en formation ou j'ai 2-3 heures de route. J'écoute ces podcasts, et ça fait du bien. C'est toujours des podcasts avec des témoignages un peu à la même forme que toi, avec des témoignages qui sont hyper inspirants. Et là, on parle vraiment de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. Alors en plus, là, c'est la semaine de la QVCT. Il y a plusieurs ateliers sur Châteauroux, d'ailleurs. On n'a pas fait exprès. Non, mais aujourd'hui, de toute façon, je dirais le bien-être au travail. C'est vital. Le problème, c'est que le bonheur, c'est extrêmement personnel. Donc, quand tu manages une équipe, la difficulté, c'est de manager individu par individu, parce que la notion du bonheur ou du bien-être n'est pas la même. Tout à fait. Chaque personne, pour atteindre le bonheur et l'épanouissement au travail, sera différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin justement d'être nourries, d'avoir toujours un apport de matière. Voilà, moi, je parle pour mon cas. Il y a des personnes qui ont juste besoin que le manager soit vraiment en proximité. Donc là, c'est dans le rôle du manager, des directions, des RH, c'est vraiment d'avoir je dirais un management situationnel et une intelligence émotionnelle pour pouvoir s'adapter un petit peu à toutes les personnes. Est-ce que c'est pas ça l'obstacle? Quand tu parles d'infirmiers et d'infirmières, effectivement, il y a une telle quantité de personnel qu'effectivement, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir une relation managériale épanouissante. Quoi. Voilà, je suis pas mal de personnes sur ce domaine-là parce que l'idée, c'est en effet que j'ai un impact sur ce domaine-là dans le développement de mes activités. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de volonté de cadres de santé ou autres de bien manager, de prendre le temps. Mais en effet, c'est toujours dans tous les métiers. C'est la course au temps et à l'argent. Et souvent, c'est vu comme un coût. Mais faut vraiment qu'on change de vision, mais il faut vraiment que ce soit pris comme un investissement. Parce que demain, là, moi, j'ai peur, mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a plus personne dans nos hôpitaux, dans les EHPAD, voilà. Et moi, j'entends des managers et des cadres de santé qui ont vraiment cette volonté de transformer managérialement ces équipes. Évidemment, ça ne sera pas en un claquement de doigts, mais il y a des outils qui commencent à arriver. Alors,
Moi, je suis quelqu'un qui est un cadre de santé sur Bourges et qui utilise un outil, qui vient de faire un mémoire, là, justement, sur l'utilisation de l'outil Processcom dans les hôpitaux pour remettre la communication, la gestion de conflits au sein des équipes. C'est un outil pour aller vraiment étudier les personnalités, comment les gens communiquent entre eux, comment chaque personne va pouvoir communiquer avec... voilà. Alors, on connaît tous le disque, mais Processcom, ça va encore plus profondément. Alors, moi, je ne suis pas certifiée Processcom, donc je ne pourrais pas t'en parler de manière très pro dessus, mais je sens quand même qu'il y a une tendance à... Il y a une vraie prise de conscience, il y a des envies, il y a de l'intention, et maintenant, il va falloir passer à l'action. Il y a un peu un manque de sens ou pas ? Non, parce que leur sens, en fait, justement, le sens, leur vocation, c'est quand même d'aider les autres, d'être là, et ils ont envie, en fait, de donner des soins qualitatifs. Et d'ailleurs, leur plus grande frustration, c'est plutôt ça. C'est parfois même de mettre en danger des patients. Voilà. Enfin, j'espère sincèrement que ça va s'améliorer et que beaucoup d'institutions ou de fonctions hospitalières vont aller dans ce sens. D'accord. Et donc, maintenant que tu es passée consultante, est-ce que tu as plus de temps ou le temps que tu as, tu le répartis mieux dans ta vie ? Quand je me suis installée, alors à l'époque, j'avais la double activité. Donc, c'était plutôt alors je vais pas dire un passe-temps, mais c'était comme si je faisais 2 heures de sport. C'était un métier aussi passion. Et depuis que je fais ça à 100%, évidemment, je commence tout juste à communiquer dessus et je commence à avoir plus de bilan de compétences. Mais le temps qui me reste, je le passe à construire les futures activités. Et oui, ce qui est génial, c'est que quand tu es auto-entrepreneuse, tu gères ton temps comme tu le souhaites. Et oui, mes enfants sont contents, mon conjoint aussi, il me voit plus à la maison. Voilà, je passe plus de temps avec eux. Voilà, je passe beaucoup de temps à partager. Alors moi, j'adore les rencontres, partager. Et puis, il y a plein de personnes hyper inspirantes dans le Berry. D'ailleurs, t'en interviews pas mal, hein, donc c'est sympa aussi. Voilà, mais ouais, je passe le temps à créer des relations. Et outre cet attrait pour les sciences sociales, tu as d'autres passions, Jennifer ? Alors, mes autres passions, alors j'adorais l'équitation, mais pareil, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Ça serait un de mes objectifs personnels, de pouvoir reprendre l'équitation. Je faisais du dressage. Et pourquoi du dressage ? Pourquoi du dressage ? Alors, j'étais gymnaste et tout ce qui était chorégraphie, plus le cheval. Et en fait, c'était le dressage. Voilà, et puis... ça reste un sport. Souvent on dit le cheval c'est un loisir. Je peux te dire que tous les muscles fonctionnent, les abdos, tout. Et là c'est la relation avec le cheval qui est intéressante. Je pense qu'on n'a qu'un cheval dans sa vie. Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir une jument qui est décédée maintenant, mais et la relation que j'avais avec, c'était juste exceptionnel. C'est des forces que tu gardes, ça ? Oui. Ouais. Ah ouais. Tu faisais ça sur Châteauroux ? Oui, j'ai fait surtout à Limoges. Alors quand j'étais petite, mes parents m'avaient dit non, tu choisis entre la gym et l'équitation parce que puis ça nous arrangerait que ce soit la gym parce que c'est un peu moins cher. Voilà. Et puis je m'étais juré que dès que je travaillerais, je me paierais des cours d'équitation. Donc j'ai commencé à la Tour de Girogne chez Codemergue. Voilà. Et puis après, quand j'ai déménagé, j'ai repris que lorsque j'étais à Limoges, domaine équestre du Treuil. Donc là, c'était pareil, c'était très familial. Voilà. J'avais gagné un concours régional, mais tu sais, à petit niveau. C'est pas, voilà. Et puis après, je suis revenue dans la région. Il n'y a jamais de petit niveau. Non, pas de petit niveau, mais bon, moi, j'étais fière de faire ce que je faisais avec ma jument. En plus, je le faisais avec ma jument. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Greta. Elle s'appelait Greta. Et voilà. Puis après, je suis revenue. J'ai fait un petit passage à Crèvecoeur, à Issoudun. J'ai été à Ardentes. Et puis après, j'ai changé de cheval.
J'ai mis à retraite ma jument parce qu'elle le méritait. Et puis j'ai changé de cheval. Alors j'ai eu un problème avec l'achat de ce cheval. Et donc maintenant il est à la retraite. Il a été à la retraite très tôt, à 5 ans. Problème à un postérieur. D'accord. Et du coup, c'était irréversible. Donc, je ne pouvais plus du tout le monter. Il pouvait que manger de l'herbe. Ah. Donc, voilà. Et puis, il était devenu, du coup, le premier cheval d'une association au sud d'Argenton. Voilà. Voilà. Donc, il est toujours là-bas, à brouter. D'accord. Tes enfants font de l'équitation ? Non. Non ? Non. J'ai 2 footeux. Donc, mon grand garçon qui est foot. Et j'ai ma fille qui a suivi aussi son frère. Donc, depuis ses 5 ans, elle fait du foot. Maintenant, elle en a 13. Alors, je pensais que ça allait lui passer, mais non. Voilà. Donc, elle joue à la Berrichonne. Mhm. Et puis, là, justement, elle va intégrer la section sportive d'excellence à Tours. Voilà, donc elle, son rêve c'est d'être footballeuse professionnelle, donc elle verra bien. Super. Voilà. Super. Voilà. Et puis la petite dernière, elle fait du basket. À Châteauroux ? Au Poinçonnet. Pour son basket. Mm-mm. Ok. Jennifer, pour finir, j'ai une série de petites questions. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien ? Alors oui, j'arrive jamais à la sortir comme ça. C'est le meilleur moyen de créer l'avenir, c'est de le créer. Et c'est de Peter Drucker. C'est ce qui est marqué sur la porte. Oui, j'ai complètement oublié. Mais c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai. Voilà. D'accord. Ouais, c'est une belle citation. Ouais. Mm-mm. Est-ce que tu as eu un échec, Jennifer, qu'il soit perso ou pro ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment tu l'as surmonté ? Écoute, j'ai une autre devise. Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. Mhm. Ça a été un petit peu quand même le combat de ma vie. Alors je dirais pas forcément des échecs, mais des difficultés. Des épreuves. Ouais, des épreuves. Ma principale épreuve, mais qui m'a construite aussi, c'est quand même le décès de mon frère. Mhm. Voilà, parce qu'il avait 20 ans, j'en avais 18. Enfin voilà, ça a été très complexe. Et puis je dirais la bascule, mon divorce, mon premier divorce. Ouais. Enfin, il n'y en a pas eu d'autres. Ouais, donc, d'accord. Mais non, mon divorce. Voilà. Et c'est des moments difficiles où tu as eu besoin de quelqu'un pour surmonter, ou tu l'as fait toute seule ? Je l'ai fait toute seule, avec aussi des amis, des personnes qui m'ont soutenue. Ouais, surtout ma famille qui a été présente à un moment du divorce. Mais voilà. Et puis au moment du décès de mon frère, oui, c'était particulier parce que les amis, et je leur en veux pas du tout, mais ils ont du mal à revenir vers la personne, ils savent pas trop comment faire. Voilà, mais non, voilà. Puis moi, j'ai toujours une maman que j'ai vue forte comme un roc. Tout, voilà. Donc, mais alors j'ai quand même été un peu accompagnée parce qu'à un moment avec le roi, j'ai eu une opportunité de faire un coaching collectif. Mhm. Et du coup, il y a une vidéo d'ailleurs. Alors, je c'est pas l'exercice où je suis le plus confort, mais c'est un peu comme un TEDx, mais ça dure moins longtemps. C'est une société qui fait ça sur Bordeaux, et c'est Regards croisés. Je sais pas si tu connais. Non. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est plein de petites histoires individuelles, C'est quoi inspirantes. le principe ? C'est vraiment, tu te dévoiles de manière intime, mais en face, tu as un public qui peut s'identifier et trouver des solutions dans ton histoire inspirante. Moi, je l'avais connue parce que justement, quand je ne savais pas dire non, j'étais tombée sur une de leurs vidéos et j'avais vraiment aimé et ça m'avait vraiment apporté. Et du coup, j'ai eu la chance de le faire avec le roi Merlin, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, donc je pense qu'à ce moment-là, il y a des choses qui ont avancé par rapport à des situations, parce que même si c'était en 99, le décès de mon frère, il y a des choses qui sont ressorties à ce moment-là que je ne pensais pas. Je pense que j'en avais besoin. Ok. Est-ce qu'il y a un succès dont tu es vraiment, vraiment fière ? Alors perso, évidemment, c'est mes enfants, mais comme beaucoup de mamans. Et professionnel, c'est vraiment d'avoir réussi à embarquer mon équipe
dans ce projet fou de remodeling de tout le magasin et où on a pris vraiment le temps d'aller co-construire le projet. Et je les ai sentis tellement impliqués et engagés que c'était déjà une forte reconnaissance parce que voilà, ils ont été embarqués et je pense que c'était les clés de réussite. Et du coup, oui, ce que je suis fière, c'est quand même de voir les rayons aujourd'hui. Mmh. Voilà. Tu retournes souvent là-bas ? Alors, pour le moment, pas beaucoup, pas beaucoup parce que j'ai pas eu le temps de faire de travaux. Voilà, mais alors j'ai des personnes qui me donnent des news, voilà. Donc, mais oui, là la dernière fois que j'y suis allée, j'ai découvert des nouvelles choses, tout. Donc, je suis curieuse. Mmh. Voilà. Bon, super. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller ? Alors, tu vois, en terminale, la philosophie. C'était le néant pour moi. Et depuis que je suis dans les relations humaines, voilà, je m'intéresse beaucoup plus à la philosophie, à la sociologie, voilà. Et en fait, il y a un livre où je trouve qu'il a réussi à rendre, on va dire, une lecture facile pour mieux comprendre la pensée de Jung. Alors Jung, c'est la figure dans la personnalité, dans les figures les différentes personnalités. Et il avait vraiment une pensée assez visionnaire. Et je trouve que dans le livre de Frédéric Lenoir, Jung, Un voyage vers soi, c'est vraiment facile. Enfin, c'est accessible pour tous. Et on comprend un peu plus l'être humain et le sens de son existence. Et tu vois, on en entend beaucoup parler. Trouver le sens de sa vie, se sentir utile, voilà. Et ce livre, je trouve qu'il rend, entre guillemets, la sociologie, la psychologie, accessible à tous. Accessible, ouais, super. Voilà. Bon, je prends pour les vacances. Dernière question, rituel, Jennifer. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? Alors, mon endroit préféré dans le Berry, le parc des Parelles. D'accord. Voilà, j'adore le lieu, ruisseau. Alors, je suis une fan de cascades, de ruisseaux, de forêts. J'adore le parc des Parelles. Après, il y en a plein. En fait, il est tellement riche, notre Berry, qu'il mérite que d'être connu. Merci en tout cas, Jennifer. Merci à toi. Pour cette conversation inspirante. Oui, écoute. Et puis, je mettrai toutes tes coordonnées. Sur le web, on peut te retrouver facilement, j'imagine. Pour le moment, non, parce que je suis en pleine création. Je suis en pleine création, mais je te filerai les liens. Mais ouais, sur LinkedIn pour le moment. Et oui, je suis en pleine création du site internet, de mon identité visuelle et même de mon nom. Donc voilà. Donc là, c'est en cours. Donc un lancement dans les prochains mois, on va dire. Bon, on suit ça alors. Ouais. Merci Jennifer. Merci à toi. Salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et vous aura ouvert quelques perspectives de bilan de compétences. C'était le dernier épisode de la saison 2 de Goodberry. On se retrouve donc à la rentrée pour la saison 3 avec d'ores et déjà des idées d'invités très inspirants. J'en profite pour vous informer que les épisodes sont dorénavant disponibles sur YouTube, sur la chaîne Goodberry Podcast. Passez de bonnes vacances, visitez, lisez, écoutez et inspirez-vous.